l'OTSC cette année et ce travail fait auprès de tous les pays membres. Encore une fois, l'organisation du traité de sécurité collective revêt un caractère important, nous permet d'établir, de renforcer ces relations d'amitié, de coopération. Donc nous avons une organisation politique et certains collègues ont demandé de préciser comment se déroulent les choses dans la zone de l'opération militaire en Ukraine. Je l'ai toujours fait et parce que je comprends que ces événements sont importants et je continue aujourd'hui. Il est de mon devoir de vous informer de ce qui s'est produit ces derniers temps. Comme on le sait, les représentants officiels des pays occidentaux, début novembre, ont annoncé vouloir donner l'autorisation à l'armée ukrainienne d'utiliser les missiles livrés par eux pour frapper le territoire russe en profondeur. Nous avons régulièrement attiré l'attention sur le fait que cela signifierait une implication directe des pays occidentaux dans le conflit, dans la mesure où l'utilisation de ces armes n'est pas possible sans la présence physique de représentants des pays producteurs. D'autre part, nous avons mis en garde contre une escalade de ce conflit et justement des frappes ont été effectuées contre les régions de Bryansk et de Kursk avec des missiles ATACMS et Storm Shadow. Et toutes ces attaques ont causé des dommages et j'avais dit dans ma déclaration le 21 novembre que d'ailleurs, et à titre de renseignement, je voudrais préciser aussi que l'analogue russe de toutes les trois versions de l'ATACMS, c'est l'Iskander et les autres missiles de cette catégorie avec une portée supérieure, des capacités égales et pour les paramètres, les armes occidentales ne dépassent pas les armes russes. En ce qui concerne les missiles franco-anglais Scalp et Taurus allemands, donc avec une portée de 650 km, c'est le cas de Taurus. Donc les analogues russes de ces systèmes, ce sont les missiles basés à terre qui ont une capacité similaire à chacun de ces systèmes européens et notamment aussi en portée. Et à propos des systèmes américains, j'ai dit que les systèmes américains sont inférieurs à leurs homologues russes. Et donc que tous ces systèmes d'armes qui sont en dotation notre ennemi, nous connaissons les stocks qu'ils ont, nous savons où ils sont basés en Ukraine et on sait quelles sont les livraisons prévues. En ce qui concerne la fabrication de systèmes de missiles de ces classes, la Russie en a 10 fois plus que l'ensemble de la production de tous les pays de l'OTAN ensemble. Et l'année prochaine, cette production sera augmentée à hauteur de 20 à 25%, voire 30%. Nous voyons que le régime de Kiev continue à réclamer à ses parrains du matériel militaire supplémentaire
alors que nous avons des calibres, des missiles hypersoniques Kinjal, Zircon, qui, par leurs caractéristiques, sont absolument sans équivalent dans le monde. Leur production est également en pleine croissance. Nous avons dans notre menu de produits, si on peut s'exprimer de cette façon, nous aurons l'année prochaine d'autres références qui, comme on dit dans ce cas, apporteront leur signification. D'ailleurs, ces systèmes ont été utilisés au cours des 2 derniers jours comme poursuite de l'attaque effectuée avec un missile Oreshnik. Nous avons donc une centaine de systèmes de missiles des classes dont je viens de parler et 460 missiles supplémentaires. Et cette nuit, nous avons effectué une frappe généralisée avec 90 missiles et 100 drones. Nous avons frappé des sites militaires, des sites de production industrielle et des sites de soutien. Je le répète encore une fois, ces frappes de notre côté sont aussi une riposte aux attaques incessantes contre le territoire russe avec des missiles ATACMS. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, il y aura toujours une réponse de notre côté. Et ces frappes à l'aide de missiles hypersoniques Oreshnik en armement conventionnel, nous avons été obligés de les utiliser au combat, comme je l'ai déjà dit, en réponse aux frappes menées à l'aide d'armes occidentales sur le territoire des régions de Bryansk et de Kursk. L'Oreshnik n'a pas d'équivalent dans le monde et je pense que de tels équivalents ne seront pas visibles prochainement. Je vous explique, comme vous l'avez demandé, comment fonctionne le missile Oreshnik. Donc, des dizaines de blocs attaquent la cible à une vitesse de Mach 10, c'est-à-dire à peu près 3 km par seconde. La température à l'impact peut être de 10 000 degrés Celsius. Et donc, tout qui se situe à l'épicentre de l'infract est transformé, en fait, en poussière. Le missile frappe aussi des sites situés en grande profondeur sous terre, en plus des spécialités militaires et civiles. L'emploi massif de tels missiles font que un seul impact sera comparable à l'arme nucléaire. Et pourtant, l'Oreshnik n'est pas une arme de destruction massive. Premièrement, parce que cela est confirmé par l'essai du 21 novembre, c'est une arme de très haute précision. Et deuxièmement, et c'est le plus important, il n'y a ici aucune charge nucléaire. Donc, nous avons ici aujourd'hui, nous avons plusieurs exemplaires de ce missile disponibles. Et si les frappes se poursuivent sur le territoire de la Fédération de Russie, comme je l'ai déjà dit, nous répondrons en particulier en continuant à tester le missile Oreshnik en situation de combat, comme le 21 novembre, et le ministère russe de la Défense et l'état-major de l'armée russe sélectionnent des slips, des cibles à frapper, et ça peut être des sites militaires
des sites industriels ou des centres de prise de décision à Kiev, d'autant plus que le régime de Kiev a répété à plusieurs reprises vouloir effectuer des frappes en profondeur sur le territoire russe, à Moscou et à Saint-Pétersbourg. La production en série du missile Orychnik a été lancée, mais encore une fois, les cibles seront sélectionnées en fonction du caractère et des menaces qui auront été créées pour la Fédération de Russie. Chers collègues, tout ce que je viens de vous exposer revêt évidemment un caractère important. Mais le plus important, c'est que même avec les armes les plus techniques, l'issue de tout conflit militaire, y compris de l'opération militaire spéciale, se décide sur le terrain. Et finalement, tout dépend du soldat. Donc, ce qui est important, c'est les munitions, les armes, mais le plus important, c'est la motivation interne, la volonté du combattant et le fait qu'il est prêt à se dévouer, à se sacrifier pour la patrie. Et donc, on voit les militaires recrutés de force en Ukraine pour défendre le régime néo-nazi et bandériste de Kiev, qui a totalement perdu sa légitimité. Donc aujourd'hui, ils n'ont absolument aucune légitimité. Et rien que sur le plan strictement juridique, ils n'ont même pas le droit de donner des ordres aux forces armées, dans la mesure où c'est un pouvoir usurpé. Et ceux qui exécutent les ordres donnés deviennent automatiquement aussi responsables. Ils n'ont pas le droit de pousser les gens à la mort. Et de plus, comme je l'ai déjà dit, ce régime est criminel et nous résistons à cela. Pourquoi il y a une effusion de sang? C'est parce que nous voyons la responsabilité qu'ils ont face à nos générations, et nous sommes pour résister à ceux qui ont voulu une nouvelle fois infliger une défaite stratégique à la Russie. Et donc nos soldats se battent pour la Russie, pour la patrie, pour l'avenir de la patrie, pour leurs enfants. Et donc aucune livraison d'armes, même les plus en pointe technologiquement, ne pourront modifier la situation sur le terrain. Nous avons des gens de nationalités, de confessions différentes. Il y en a qui font le signe de croix avant de partir au combat, il y en a d'autres qui font d'autres signes, qui prient Allah. Mais tous sont ensemble, sur la ligne de front, et rien ne les arrêtera. Et je tiens à remercier les collègues d'avoir été attentifs dans ce contexte, c'est particulièrement important. Donc d'avoir évoqué la question de la grande victoire dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc nous aurons une année jubilaire avec le 80e anniversaire de cette victoire. Et dans tous nos pays, ces festivités se célébreront au plus haut niveau. Et j'espère que vous aurez la possibilité de participer aux festivités que nous allons organiser à Moscou. Lors de ces cérémonies officielles. De plus, nous invitons des unités militaires de vos pays à défiler avec les unités militaires russes lors du défilé d'invitants. Et en conclusion, encore une fois, je voudrais remercier M. Tokayev
et tous nos amis du Kazakhstan pour le travail efficace qui a été mené dans le cadre de la présidence de l'OTSC et aussi souhaiter bon courage à nos amis kirghizes qui vont maintenant assurer la présidence de notre organisation et nous ferons tout ce qui dépend de nous pour vous faciliter le travail, pour vous apporter notre soutien. Je vous remercie. La déclaration de Vladimir Poutine évoquant l'utilisation possible de missiles hypersoniques tels que le Kinzhal Zircon pour frapper Kiev ou d'autres cibles marque une étape alarmante dans l'escalade du conflit russo-ukrainien. Si de telles frappes étaient réalisées, elles auraient des conséquences graves à plusieurs niveaux. Tout d'abord, les conséquences humanitaires seraient catastrophiques. Ces missiles, avec leur vitesse extrême et leur précision redoutable, causeraient des destructions massives, même sans charge nucléaire. Les zones densément peuplées comme Kiev subiraient un nombre élevé de victimes civiles et des dégâts matériels irréversibles. Ensuite, les répercussions politiques et diplomatiques seraient tout aussi significatives. Une telle attaque pourrait entraîner une réponse plus musclée de l'OTAN, même si celle-ci cherche à éviter une confrontation directe avec la Russie, ce qui accentuerait la polarisation des relations internationales et risquerait d'entraîner une guerre froide exacerbée, voire un conflit global. Sur le plan stratégique, l'escalade pourrait inciter d'autres grandes puissances à intervenir par des livraisons massives d'armement ou des actions plus directes, ce qui élargirait encore le théâtre des affrontements. Par ailleurs, les impacts économiques mondiaux seraient considérables. Une intensification du conflit aggraverait les perturbations sur les marchés de l'énergie et des matières premières, rendant la situation intenable pour de nombreux pays, particulièrement ceux dépendant des ressources russes ou ukrainiennes. Alors, comment éviter une telle escalade et promouvoir la paix? Tout d'abord, une reprise immédiate des négociations entre la Russie et l'Ukraine, sous l'égide de médiateurs neutres comme la Turquie ou les Nations Unies, est essentielle. Des garanties de sécurité mutuelle doivent également être discutées. L'Ukraine pourrait envisager un moratoire sur son adhésion à l'OTAN en échange de garanties internationales pour sa souveraineté. La communauté internationale, notamment des acteurs influents comme la Chine et l'Inde, doit intensifier ses efforts pour exercer une pression significative sur les deux parties et encourager une désescalade. Enfin, une levée progressive des sanctions pourrait être envisagée, conditionnée à des mesures concrètes de désescalade, comme un retrait des troupes ou la suspension des frappes. Ce discours de Vladimir Poutine met en lumière l'urgence d'une mobilisation internationale pour éviter une catastrophe humanitaire et géopolitique. Et vous, qu'en pensez-vous? Quelles seraient, selon vous, les solutions les plus efficaces pour mettre fin à ce conflit? Croyez-vous qu'une médiation internationale pourrait ramener la paix entre la Russie et l'Ukraine? Votre avis est précieux. Partagez vos réflexions dans les commentaires pour enrichir cette discussion essentielle.